bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui sont déjà installés. Comme il est 18 h, on va essayer de ne pas trop traîner. Je vais déjà avancer un petit peu sur l'introduction. Comme ça va laisser le temps aux derniers d'arriver au fur et à mesure. Merci à tous d'être là. Donc on avance sur nos webinaires sur l'emploi et la professionnalisation avec aujourd'hui le thème que vous aviez vu, donc qui était la mutualisation de l'emploi, plus un petit focus par lequel nous allons commencer sur les actualités autour de l'Agence nationale du sport, donc, que vous connaissez sûrement autour des aides à l'emploi et du projet Impact 2024. Donc, pour ça, il y aura plusieurs personnes de l'ANS et de la fédération qui vont vous expliquer un petit peu comment ça se passe, même si vous connaissez déjà. Et derrière, on prendra un deuxième temps pour avancer un peu plus sur l'emploi partagé et donc les différentes solutions qui existent avec un focus, vous le voyez, sur le groupement d'employeurs. Voilà. Vous avez le chat comme d'habitude. Si vous avez des questions, je vais essayer de les prendre en route. Et puis, si jamais j'en oublie, on pourra revenir dessus d'ici la fin du webinaire. Il y a un temps qui est prévu. Et donc, ce webinaire qui est le 6e sur 7, donc l'avant-dernier pour cette saison 2024-2025. Vous voyez donc tous les différents webinaires qui ont été faits jusque-là. Vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube, FFBB Formation, pour ceux qui souhaiteraient les revoir et revenir dessus plus tard. Et celui-ci sera évidemment sur la chaîne YouTube dès vendredi en principe, si tout est bon, ou au plus tard lundi prochain. Il nous restera un dernier webinaire après celui-ci qui sera sur la gestion employeur, comme vous le voyez. Donc encore une notion RH qui sera la suite un petit peu de ce qu'on avait fait en janvier dernier. En janvier dernier, on avait épluché un petit peu les notions de base pour que vous ayez pour vous brosser le portrait de tout ce qu'il faut savoir en tant qu'employeur, que vous le soyez ou que vous vouliez le devenir. Et là, cette fois-ci, nous aurons l'intervention du Cosmos, donc qui sont des juristes spécialisés au niveau du droit du sport et qui viendront vous parler un petit peu de la modulation du temps de travail et de tout ce qui est fin de contrat, les différentes fins de contrat possibles et les modalités qui vont en face. Voilà, donc vous aurez le lien d'inscription de la même manière à la fin de ce webinaire-là, dans le PowerPoint qu'on vous enverra et par la note IFFBB qui sortira juste après. Les intervenants du jour, donc je vais rapidement laisser la parole à Gaël Pinson et Yacine Medjahed qui sont de l'Agence nationale du sport, qui sont là aujourd'hui avec nous pour vous présenter les aides à l'emploi à ANS et les différents dispositifs qui vont en face. Je les remercie chaleureusement de cette intervention-là. Et du côté FFBB, on aura la présence de Mathieu Souchois en tant que directeur du pôle club et territoire. Pour la même manière, vous parlez un petit peu de l'instruction des dossiers autour des aides ANS et du PSF. Et de Nathalie Moreau en tant que présidente de la commission fédérale emploi pour avancer avec moi sur la partie groupement d'employeurs et mutualisation de l'emploi ensuite. Voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Gaël ou à Yacine. Je ne sais pas comment vous voulez vous organiser. Je ne sais pas si vous avez la parole. Ah, attends, ce sera plus simple comme ça. Gaël, normalement, tu as la parole là-dessus. Si c'est possible. Oui, bonjour Gabriel, bonjour à tous. Donc je vais moi présenter les dispositifs de l'Agence nationale du sport aujourd'hui. Je ne sais pas si Yacine est connecté, peut-être, mais il était prévu pour être en congé. Donc je ne sais pas si du coup, il m'avait dit qu'éventuellement, oui, il se connecterait si son agenda lui permettait. Mais sinon, il était prévu que j'assure la présentation des dispositifs de l'agence. Eh bien, on te laisse la parole alors, Gaël, pour nous présenter les différents dispositifs. Eh bien, parfait, merci beaucoup. Alors, on va le faire en 3 étapes. On a, comme vous le voyez à l'écran, la première partie qui sera liée au dispositif d'aide à l'emploi. La deuxième partie ou première partie bis qui sera plutôt un focus sur les éducateurs sociaux sportifs pour la fédération de basket et les attendus et un rappel voilà, sur le cadrage du dispositif. Et on terminera par la présentation de l'appel à projet Impact 2024 pour cette année-là, pour cette année 2025 avec les grands axes.
Alors, sur les dispositifs d'aide à l'emploi au sein de l'agence, hein, on passe par les projets sportifs territoriaux, donc auprès des DRAGES et des services départementaux jeunesse et sport. On a cette année donc un financement qu'on appelle emploi classique. On n'a pas de dispositifs spécifiques qui sont mis en œuvre. On a donc voilà l'objectif d'accompagner la professionnalisation des clubs, des comités et des ligues. 3 types de postes seulement sont éligibles et seulement ces 3-là. Les postes d'éducateurs sportifs, les postes d'agents de développement et les postes d'agents polyvalents. Le poste d'agent polyvalent, il va recouper à la fois les missions de l'éducateur sportif et les missions d'agent de développement et peut être intéressant dans les clubs notamment ou les comités où l'une ou l'autre des missions ne serait pas suffisante pour ramener sur un emploi à temps plein notamment. Donc ça permet de pouvoir consolider un emploi à temps plein qui est une des conditions, on le voit en dessous, du financement. Donc la demande, elle est à déposer en DRAGES ou auprès du service départemental du département dont dépend le club ou le comité. Les ligues, c'est plus auprès des DRAGES. On est sur un financement à 12 000 euros par an maximum sur 3 années, sachant que les DRAGES ou les SDEJ peuvent faire le choix de financer sur 1 ou 2 ans seulement. Et on est effectivement sur des postes en CDI à temps plein, d'où l'intérêt du poste d'agent polyvalent, avec une possibilité quand même qui reste de contractualiser en CDD à temps non complet, mais dans ce cas-là, l'aide est proratisée en fonction du temps de travail et dans le cadre des CDD, on contractualise pas forcément sur 3 années, mais on est plutôt sur une aide ponctuelle sur 1 année qui permet d'amorcer la démarche de professionnalisation des clubs. Le calendrier il est défini par région. On est en ce moment en train de collecter l'ensemble des dates d'ouverture et de fermeture de campagne pour l'ensemble des régions. Les campagnes NSPST, en règle générale, elles se déroulent jusqu'au 30 mai, voire le début juin. Là, cette année, on a beaucoup de jours fériés au mois de mai, alors on aura peut-être des campagnes qui pousseront un petit peu plus loin. Donc, il vous reste à date 4-5 semaines pour déposer les demandes de subvention. Sur la partie suivante qui concerne donc les éducateurs socio-sportifs, donc petit rappel sur le dispositif. Notre éducateur socio-sportif, il encadre et il anime des activités physiques et sportives en vue de participer à l'intégration ou à la réintégration sociale de publics fragilisés. Dans les publics fragilisés, on entend notamment les jeunes de 16 à 25 ans qui sont issus des quartiers prioritaires de la ville, les adultes éloignés de l'emploi ou encore les personnes en situation de handicap. Mais ça peut aller bien plus loin parce qu'on a des régions où on va accueillir par exemple des personnes en situation de migration géographique, de réfugiés, des personnes également qui peuvent rencontrer des freins ou à l'insertion ou à la pratique sportive qui sont ce qu'on appelle des freins périphériques, des personnes qui rencontrent des difficultés en termes de santé, par exemple en termes d'isolement social. L'objectif, c'est bien d'accompagner l'insertion professionnelle dans et par le sport dans les territoires carencés. Alors, pas de crainte sur les postes aujourd'hui qui ne feraient pas forcément l'objet à proprement parler de cet objectif d'insertion professionnelle, puisque 2025 nous servira de transition pour accompagner l'ensemble des territoires à cet objectif final qui est l'insertion dans l'emploi ou dans l'information. Et aujourd'hui, on travaille, nous, à l'agence, sur l'identification des dossiers en région, en territoire, qui auraient besoin d'être accompagnés. Notre éducateur socio-sportif, il fait quoi? Il conçoit et il met en place des projets d'activité physique et sportive qui sont adaptés à nos publics fragilisés. Il conçoit aussi, il coordonne, il gère des projets éducatifs, des projets d'insertion professionnelle, des projets d'inclusion. On peut le retrouver effectivement dans les établissements scolaires, on peut le retrouver en bas d'immeubles, dans les QPV, en lien avec les maisons sport santé, etc.
L'objectif final de la mission, c'est de réaliser des bilans et des évaluations de l'insertion professionnelle par le sport, pardon, au sein de sa structure. Il est pour ça accompagné par sa fédération. Il est également accompagné par les services de l'État en territoire, donc les DRAGES et les services départementaux de jeunesse et sport, ainsi que par l'agence et le ministère. On est là effectivement pour accompagner. Si on fait un focus pour la fédération de basket, donc on a 34 postes qui ont été financés au national. On a quand même 2 postes en Outre-mer à La Réunion et Mayotte, ce qui n'est pas rien hein, quand même. Et ce qui prouve que là aussi, on peut voilà, mener des actions en lien avec l'insertion et accompagner la professionnalisation, malgré les difficultés qu'ont pu rencontrer les territoires dernièrement, ne serait-ce que suite aux catastrophes naturelles qui ont eu lieu. On a beaucoup de postes finalement en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes également et Nouvelle-Aquitaine. Par contre, on n'a pas de poste par exemple en Centre-Val de Loire, ni en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, c'est un peu le focus qu'on peut faire. Sur les attendus de cette année, nos éducateurs socio-sportifs devront, si ce n'est pas déjà fait, rentrer dans un dispositif de formation pour pouvoir accompagner leur public et suivre la formation de prévention et lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport. Vous êtes invités à communiquer donc au service de l'État en région ou en département les éléments qui pourraient justifier d'avoir suivi la formation en 2024 ou en début 2025. Et si c'est pas encore le cas, il n'y a pas de, alors il y a urgence, mais il faudra que ça soit fait en 2025. Mais il n'y a pas de précipitation à avoir puisque aujourd'hui on collecte en fait les données des clubs qui ont suivi les formations et celles qui sont en cours d'entrée en parcours de formation. Et l'idée, c'est que nous, au niveau national, on puisse compiler, notamment pour ce qui concerne les formations de prévention des violences, compiler un certain nombre d'éléments et d'organismes de formation qui soient habilités et qu'on puisse vous les transmettre afin que vous sachiez auprès de qui, plus précisément en fonction de vos régions ou départements, auprès de qui vous tournez. Donc ça aura lieu très prochainement parce qu'on est fin avril et qu'on est en fin de travaux avec le ministère sur le sujet. Donc on sera amené à vous communiquer les éléments au début de l'été pour pouvoir vous permettre de faire les formations à partir de septembre. Donc ça, c'était le point éducateur socio-sportif. Sur l'autre possibilité de financement et qui rejoint les dispositifs d'emploi, c'est l'appel à projet Impact 2024. Impact 2024 est encore ouvert là quelques jours. Je pense que nous allons réfléchir. La campagne, normalement, est ouverte jusqu'au 30 avril. Mais nous sommes en cours de réflexion avec Yacine, notamment, pourquoi pas, pour prolonger cette date de quelques jours au regard voilà, des ralentissements qu'on a eu dans l'ouverture de la campagne. On dépose donc les dossiers cette année sur la plateforme Le Compte Asso avec le code 2311. On pourra, je renverrai à Gabriel tous les éléments qui vous permettront d'aller vous renseigner. L'ensemble de la note de cadrage est disponible sur le site de l'agence. Et les thématiques restent inchangées par rapport aux années précédentes. On a toujours l'inclusion, l'égalité, la solidarité, la santé et le bien-être, l'environnement et le climat, l'emploi et l'accompagnement à l'insertion professionnelle et l'éducation et la citoyenneté. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans le cadre du financement de l'emploi, ça va être la première thématique et la quatrième thématique. La première thématique, pourquoi? Parce que dans la thématique inclusion, égalité, solidarité, on pourrait retrouver des dossiers qui participent à financer de l'emploi, mais pas directement. Demain, si vous faites une journée caravane des métiers en lien avec le basketball, si vous faites un job dating, mais qui n'est pas référencé ou financé par le Stade vers l'emploi, si vous avez toutes ces actions-là, toutes ces actions auprès de la découverte des métiers, auprès des jeunes en collège, en lycée, etc., toutes ces thématiques-là, elles peuvent
elles peuvent rentrer dans cette thématique. Et on a aussi, donc là, la thématique la plus directe, hein, qui est l'emploi et l'accompagnement à l'insertion professionnelle, où là, en fait, on va retrouver l'ensemble des dispositifs que nous cofinançons avec France Travail et pour lequel, en territoire, France Travail accompagne les clubs, notamment dans le cadre du dispositif des clubs sportifs engagés, et où on retrouve trois typologies d'actions. Donc, on a le stade vers l'emploi. On a également les actions de remobilisation des personnes, là où on effectue, en fait, on propose d'effectuer des stages de 5 jours, 10 jours, etc., qui vont nous permettre, en fait, d'amener vers le club des personnes en situation d'éloignement de l'emploi et dont on va faire en sorte de remobiliser par l'intermédiaire de la pratique sportive pour redonner confiance, pour retravailler des éléments peut-être de CV, de motivation, de présentation, d'entretien, de préparation aux entretiens de recrutement. Et une fois que ces personnes sont matures sur le chemin du retour à l'emploi, effectivement, on travaille avec France Travail, avec les missions locales, etc. Et on les fait rentrer dans un parcours de retour à l'emploi. Donc, trois possibilités sur cette thématique. Le stade vers l'emploi, qui sont les job dating, les actions de aller vers, où là on va aller identifier les personnes en recherche d'emploi et on va essayer de les amener vers le club pour les réaccompagner à l'emploi, et les actions de remobilisation. Alors je l'ai dit en préambule, mais je le redis, l'appel à projet Impact 2024, il ne va pas financer de l'emploi directement. Il participe à la pérennisation du poste qui va porter des actions. Si vous avez, par exemple, un éducateur ou un agent polyvalent qui, en même temps, est en charge de la recherche de financement au sein de l'association, qui est en charge du développement, lorsque vous déposez une demande au titre d'Impact 2024, dans l'action que lui va mettre en œuvre, effectivement, il est entendu et il est entendable que vous puissiez intégrer dedans des frais qui sont liés à la prise en charge de son salaire pour le temps qu'il consacre à la mise en œuvre de cette action. On pourra éventuellement en rediscuter un peu plus longuement avec Gabriel pour vous mettre bien les éléments de cadrage si jamais il y avait des difficultés sur ce point, mais c'est important parce que c'est aussi une voie de financer l'emploi et c'est important. Tout à fait. Bon, Merci beaucoup, Gaël. Est-ce que si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, pendant oui. que Gaël est avec nous, à les écrire dans le chat. Il n'y a aucun souci. Si on n'a pas la réponse maintenant, de toute façon, on reviendra vers vous avec tous les éléments que tu évoquais, et notamment les notes de cadrage. Et sans plus tarder, si vous n'avez pas de questions, je vais laisser la parole à Mathieu Souchois pour qu'il puisse vous donner quelques spécificités liées à la fédération et à comment nous traitons les dossiers ici. Non, mais merci, merci Gabriel. Et ouais, j'ai une présentation simplifiée, ouais, et je rebondirai sur les annonces de l'Agence nationale du sport et vous dire qu'effectivement, c'était un temps d'information qu'on avait l'habitude de faire par le passé, un petit peu en amont, avec un focus sur la note d'orientation de l'agence sur les crédits délégués aux régions qui concernent principalement l'emploi. Donc là, on est effectivement dans un timing resserré eu égard à la date à laquelle l'agence a publié ses notes de cadrage. On fera une communication vers le réseau de l'ensemble de ces notes parce qu'il y a des notes sur les crédits délégués, il y a des notes sur l'impact, il y a des notes sur les équipements. Donc, on fera une communication globale par note. Juste vous dire que le soutien de l'État via l'Agence nationale du sport représente pour le basket en 2024 2 millions, un peu plus de 2 millions 400 000 euros. Voilà, j'espère que les données Osiris sont bonnes, mais a priori, on a les mêmes, quoi. Que ça représente 256 emplois aidés pour le basket, répartis dans 211 structures, dont 191 clubs. Donc, ça veut dire que
voilà, le dispositif qui peut-être par le passé était largement utilisé par nos ligues régionales et nos comités départementaux est aujourd'hui principalement utilisé par nos clubs parce qu'on a maintenant qu'une vingtaine de ligues et de ligues régionales et de comités départementaux qui sont soutenus généralement dans de la pérennisation, quoi. Ce qui est important, voilà, de savoir, c'est sur les créations, et peut-être que je redonnerai la main à l'Agence nationale du sport, c'est parmi les crédits professionnalisation qui sont aujourd'hui connus, combien de créations de postes sont possibles à partir du moment où les engagements pluriannuels des années précédentes sont couverts. Donc ça, c'est la vraie, c'est le vrai sujet si on veut continuer à accentuer la professionnalisation dans le basket. Et l'agence l'a fait un petit focus sur nos. Alors, c'est pas 34, c'est 33 clubs sociosportifs parce que dans la liste, il y en a un qui est plus affilié à la Fédération française de basketball. Donc, on ne s'occupera pas de cet emploi. Donc, 33 clubs et éducateurs sociosportifs sur un dispositif donc, qui est suivi. Et je rebondirai sur les derniers propos de l'agence. Effectivement, ce qui est important derrière cet emploi, c'est les actions qui sont menées. Et c'est vraiment le sujet sur lequel nous, on porte une attention. C'est comment cet emploi développe des activités d'aller vers des publics éloignés de la pratique, éloignés du monde de l'emploi, et comment il arrive à développer des actions en la matière. Donc, si je rentre un petit peu plus dans le détail, Gabriel, je veux bien que tu avances sur la slide qui arrive. Le mouvement sportif et la Fédération française de basketball a toujours souhaité pouvoir émettre un avis ou avoir une visibilité sur les demandes de soutien à l'emploi pour que dans une période où les crédits publics sont moindres, on puisse prioriser les structures qui en avaient peut-être le plus besoin, quoi. Donc, depuis deux saisons, la Fédération de basket émet un avis systématique sur chaque demande de soutien à l'emploi. Quand on a les dates des ouvertures par région, parce que pour le niveau national, il est plus compliqué d'obtenir le calendrier de chaque région que pour vous dans les régions, parce qu'il y a une animation par les crosses, les dragesses et généralement par votre ligue régionale. Donc, soyez attentifs, comme on a un public club ce soir, au calendrier de chacune de vos régions. N'hésitez pas à aller sur le site de votre dragesse ou de votre cross pour obtenir ces dates d'ouverture et de fermeture de la campagne, et aller régulièrement sur le compte asso. C'est la bonne période en ce moment parce que vous avez jusqu'au 30 avril pour déposer votre dossier PSF, mais c'est par le compte asso que vous déposerez votre demande et que les crédits sont ouverts, quoi. Chaque demande fait l'objet d'un avis porté par la Fédération française de basketball, donc directement par le niveau national pour tous les emplois ligues et comités, et on s'appuie pour les emplois clubs sur la priorisation qu'on demande à chacune de vos ligues, régionales, et qu'on reporte dedans. J'insiste là-dessus parce que c'est un sujet d'évaluation par l'agence voilà, de la gestion de notre PSF et de notre PST sur le taux d'avis déposé et remonté. Donc, c'est un dossier qu'on suit au sein du pôle club et territoire en liaison avec le pôle formation et emploi, parce que c'est important de pouvoir voilà, mieux identifier les structures employeuses, et puis mieux identifier les structures employeuses qui sont subventionnées par des fonds publics dont on sait qu'ils ont une fin, quoi, et dont on a un intérêt commun à assurer la pérennisation des postes, quoi. Donc, il y aura prochainement une note à direction des ligues
pour réorganiser la collecte de ces avis. J'avais prévu aussi, Gabriel, dans la slide qui suit, un petit focus sur complémentaire à l'agence, mais c'est une bonne nouvelle que l'agence voilà, donne quelques jours ou semaines complémentaires pour que nos clubs déposent des demandes sur le projet Impact 2024. Le suivi des coachs sociosportifs, sauf, sauf annonce nouvelle de l'agence, il ne se poursuit pas sur des crédits nouveaux. C'était les informations qu'on avait. Donc, on accompagnera nos 34 clubs. Peut-être que sur les crédits professionnalisation, si on a des clubs qui s'engagent des nouveaux clubs qui s'engagent sur du socio-sportif, peut-être qu'on les priorisera en un dans nos avis pour les identifier. On a un dispositif d'accompagnement sur la formation qui commencera à partir de mai et on a travaillé avec le pôle formation donc là-dessus sur un programme spécifique avant l'été. Donc on peut rassurer l'agence qui est présente ici ce soir. C'est 33 clubs plus 1 sont pris en charge voilà, dans le suivi de leur activité et de la formation de leurs dirigeants et de leurs éducateurs parce qu'on a fait le choix d'avoir une formation couplé, quoi. Sur le projet Impact 2024, voilà deux dispositifs, des créneaux aller vers et des parcours vers l'emploi qui sont clairement identifiés dans la note Impact 2024 et pour lesquels on incite les clubs à déposer une demande parce qu'ils font des actions déjà sur ces dispositifs. Et je crois que j'avais une dernière slide, Gabriel, pour, euh, pour conclure. Non, c'était la dernière. Eh ben, Ouais, une adresse. 100%. Ouais, pardon, Gabriel, effectivement, c'était ça. Une adresse générique qui permet de recueillir toutes vos questions. Retenez en définitive que, il y a un vrai intérêt à demander et à mobiliser les crédits de l'agence sur la professionnalisation. Un vrai intérêt à continuer de demander parce que ça montre le besoin du mouvement sportif et du réseau basket à aller vers de la professionnalisation et être aidé par l'État. Je le dis d'autant plus que je suis agent de l'État que cette demande ou cette identification de ce besoin est un plaidoyer pour les budgets futurs. On connaît les crédits 2025 et parfois la difficulté de répondre à l'ensemble des besoins, mais je crois qu'il faut continuer à se mobiliser, à faire savoir qu'on a un réseau actif et créateur d'emplois dans le basket. Voilà ce que je pouvais dire, Gabriel, Nathalie, voilà, en ayant eu le souhait de compléter voilà, le cadrage le cadrage fait par l'Agence nationale du sport et puis de compléter par notre réseau classique de notes IFFBB l'information qui suivra et puis éventuellement de répondre aux questions qui viendraient ou qui auraient été posées dans le chat. Voilà, Gabriel, de manière synthétique. Super. Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup, Gaël, également. Est-ce que tu souhaitais rajouter peut-être quelque chose à ça, Gaël, pour conclure sur ce sujet-là avant qu'on passe à l'emploi à partager? Non, non, merci beaucoup, c'est très complet. Et puis effectivement, voilà, sans forcément le savoir, on s'est très bien complété avec Mathieu, c'est parfait de mon côté, merci. Eh bien, écoutez, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas pour Mathieu ou pour Gaël à les mettre dans le chat. Et puis, si vous avez de la même manière des questions qui arrivent après ou quand vous regardez les dossiers de votre côté à tête reposée, n'hésitez pas à nous les faire remonter. Vous avez l'adresse qui apparaît là à l'écran, Mission PSF, sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à Mathieu et qu'on peut faire remonter à l'agence. Gabriel? Oui, Nathalie? Oui, oui. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie Gaël et je remercie Mathieu pour leur intervention et qui démontre vraiment en fait
notre souhait au sein de la fédération aujourd'hui de travailler en transversalité et de faire que les pôles puissent effectivement travailler ensemble, avancer ensemble, vous présenter et puis vous accompagner au mieux en ayant, voilà, sans vous balader d'un service à l'autre ou en tout cas nous en étant on va dire les bâtons en passant les bâtons et en veillant à ce que effectivement on puisse toujours vous répondre au mieux. Et, euh, et ben vraiment, vraiment, voilà, c'est un bel exemple aujourd'hui et je vous remercie beaucoup et merci particulièrement à Mathieu parce que je trouve que voilà, on est sur deux pôles différents, mais en même temps, voilà, l'emploi on le trouve partout et au niveau du PSF en particulier. Et donc, c'était important, je pense, de pouvoir, dans un webinaire emploi, y associer le pôle club et territoire également. Merci. Merci Nathalie pour cette conclusion. Et du coup, on va garder la main avec toi pour avancer sur l'emploi partagé, qui était la deuxième partie du webinaire qu'on avait prévu aujourd'hui. On est pas mal dans le timing, donc on va pouvoir prendre le temps d'avancer là-dessus. Et de la même manière, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur un sujet ou sur l'autre. On va étudier un peu comment nous, on envisage l'emploi partagé et comment on l'approche avec Nathalie ici au niveau de la fédération. Donc, pour commencer simple, l'emploi partagé, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, l'objectif aujourd'hui d'un emploi partagé, c'est de mutualiser des ressources entre plusieurs clubs, plusieurs structures, pardon, qui ne sont pas forcément que des clubs de basket d'ailleurs, afin de se partager l'emploi d'une personne dans sa structure et vous permettre euh, d'accéder à de l'emploi pour plusieurs raisons différentes. Ça peut être par rapport à un manque de financement, ça peut être par rapport à un manque d'heures à attribuer et partager de l'emploi, mutualiser de l'emploi. Aujourd'hui, c'est une des solutions qui peut permettre à certains clubs et à certaines structures d'aller combler des besoins qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment représentés pour être utilisés à temps plein ou vous n'avez pas forcément les compétences ni les missions à attribuer. Donc, plusieurs approches de la mutualisation. Mutualiser, ça permet, au niveau de l'emploi en tout cas, de mutualiser des compétences, de mutualiser l'expérience d'une personne qui serait diplômée, qui serait reconnue, de mutualiser des ressources financières entre plusieurs structures afin de vous partager les coûts de manière équitable en fonction de l'utilisation que vous pouvez faire d'une personne, de vous partager également les infrastructures, la formation, les coûts de la formation pour des personnes qui seraient en apprentissage ou qui souhaiteraient continuer à se former aujourd'hui. C'est un des avantages qu'on peut mettre en avant de cette mutualisation, à savoir qu'aujourd'hui, c'est 17,6% des emplois qui sont partagés dans le basket, d'après notre observatoire de l'emploi, contre 35% dans l'ensemble des sports de la branche sport, donc tout sport confondu. C'est un chiffre qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que c'est un chiffre qui est en évolution déjà, et c'est un chiffre qu'il faut mettre en avant sur certains territoires, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, et puis vous montrer un petit peu l'ensemble des solutions qu'on peut avoir pour mutualiser de l'emploi, et pas uniquement via un groupement d'employeurs, qui est peut-être la solution qui vous paraît la plus évidente et que vous connaissez peut-être le mieux parmi toutes. Et enfin, vous prévenir que la mutualisation d'un emploi, c'est quelque chose qui peut s'avérer positif, mais qui a aussi ses risques et ses inconvénients. Euh, c'est un fonctionnement qui repose sur de la coopération, de la confiance et de la communication entre les structures utilisatrices, si c'est un cas d'un groupement employeur, ou entre les structures s'arrangeant entre elles pour du prêt de main-d'œuvre et pour des contrats de prestation de services notamment. Voilà. Donc, on va revenir là-dessus juste après, vous donner quelques exemples sur comment ça peut se traduire dans le basket aujourd'hui. Ça peut être dans le cadre d'un éducateur sportif, qui d'ailleurs peut très bien rentrer dans le dispositif que vous présentez, Gaël et Mathieu tout à l'heure, qui interviendrait sur plusieurs clubs ou sur plusieurs structures. On peut imaginer une personne qui interviendrait dans le cadre du périscolaire, tout en intervenant de d'autres parties dans un cadre de club classique. On peut avoir des agents de développement partagés entre une ligue et un club, une ligue, un comité et un club. Voilà, les solutions sont nombreuses. Vous avez des gestionnaires administratifs. Voilà, aujourd'hui, on a identifié plusieurs métiers différents qui ont vocation à être plutôt plus partagés que d'autres. Et aujourd'hui, ça peut être une solution, encore une fois, que vous soyez
un club en recherche qui n'a pas forcément les personnes en face, qui n'a pas forcément les heures à mettre en face, ni les moyens financiers pour pouvoir rémunérer une personne à temps plein. Pour avancer et vous donner quelques billes sur les avantages et les inconvénients, on aura un club qui viendra nous faire un retour d'expérience tout à l'heure sur l'utilisation justement de l'emploi partagé pour que vous puissiez avoir un petit peu un retour de terrain concret d'une personne qui utilise ce dispositif-là depuis quelques temps déjà et qui a un avis sur la question et qui a pu expérimenter ça dans le club. Les intérêts qu'on peut faire ressortir de l'emploi mutualisé, que ce soit groupement d'employeurs ou que ce soit d'autres solutions, ça va être d'avoir un accès à l'emploi et au candidat qui est simplifié, dans le sens où vous allez avoir une seule personne à vous partager, donc potentiellement au niveau des missions et au niveau des heures que vous allez pouvoir devoir remplir, ce sera plus simple puisque vous aurez 2 fois moins de temps à accorder à une personne, qui peut aussi s'avérer d'ailleurs être un piège et un inconvénient en fonction de l'utilisation que vous pouvez faire et que vous voulez faire du salarié. Ce sont sur les mêmes créneaux, notamment pour les créneaux d'entraînement. La possibilité de créer un emploi sur des postes faibles en heures ou avec des besoins précis, comme j'évoquais juste avant, si vous n'avez pas les moyens financiers, si vous n'avez pas les missions à accorder, ou si à l'inverse, vous avez un besoin très précis, comme faire intervenir une personne sur de la préparation mentale, par exemple, ou lors d'un événement particulier, ça peut être une solution que vous pouvez envisager. Ça va vous permettre également de développer de la professionnalisation dans le club, de mettre un peu un pied à l'étrier pour les clubs qui se chercheraient un peu sur la professionnalisation, sur un premier emploi éventuellement, ou pour les personnes qui voudraient compléter leur staff, qui voudraient aller sur des missions précises. Ça va vous permettre d'avancer là-dessus et de vous inscrire dans une vraie dynamique de développement liée à votre projet associatif. Et enfin, pour les salariés, au niveau des avantages, ça va apporter de nombreux avantages au niveau de la stabilité de l'emploi, ce qui va nous permettre de réduire notamment la multitude de contrats de travail, de contrats courts, de temps partiel, par un CDI ou par un CD2I. Des solutions existent, il y en a de nombreuses, malgré plusieurs employeurs, ou on va le voir via un groupe d'employeurs avec un seul employeur, ce qui facilite grandement le travail. Au niveau des inconvénients, par contre, toute cette organisation-là, à savoir se partager une personne, ça inclut de se partager aussi des tâches, à savoir au niveau organisationnel, se partager les créneaux, les lieux de travail. Si le club A employeur se trouve à 15 minutes du club B qui va utiliser la personne ensuite, il faut compter ces 15 minutes de trajet dans les calculs. Il faut prendre le temps de bien se partager les créneaux. Encore une fois, ça repose sur de la communication et de la confiance pour pas qu'il y ait de problème au niveau d'un groupe que la personne devrait gérer ensuite. Au niveau RH, il existe des solutions, mais c'est aussi un travail qui est plus lourd parce qu'il faut se coordonner si vous faites le choix d'être 2 employeurs différents entre les contrats de travail. Sur les mises à disposition, on va le voir juste après, ou sur les prestations de services, il faut bien faire en sorte de respecter la loi d'un point de vue légal, que vous n'ayez pas de problème et que ça ne se retourne pas contre vous, notamment au niveau des CDI. Si vous n'utilisez pas de CDI pour une personne que vous allez partager, vous avez toujours ce risque-là au niveau juridique, que si jamais il y a un problème dans le contrat de travail, ou si la personne décide de se retourner contre vous et qu'elle a gain de cause, son contrat soit requalifié en CDI et que vous deviez passer d'un emploi que vous partagiez potentiellement sur quelques heures dans la semaine à un emploi de temps plein qui forcément a des conséquences au niveau financier et au niveau organisation pour le club ou pour la structure. Et enfin, un dernier exemple, c'est que pour le salarié, cette variation, s'il y a plusieurs contrats de travail, et ces changements de créneaux et de lieu de travail, ça peut avoir une instabilité au niveau de la pérennisation et de la projection que peut se faire la personne. En effet, si c'est un travail qui lui demande une charge mentale beaucoup plus intense parce qu'il faut calculer le club A, le club B et être un peu couteau suisse dans les 2 clubs, ça peut s'avérer contre-productif. C'est pour ça que c'est important, encore une fois, de bien communiquer, de bien faire confiance et de bien définir les choses de manière claire et transparente entre les acteurs qui sont dans la boucle, que ce soit les employeurs, mais aussi le salarié, afin d'éviter toute problématique ensuite.
Nathalie, je te laisse la parole peut-être sur ce tableau-là pour présenter un petit peu trois solutions que nous, on voulait mettre en avant au niveau de la mutualisation de l'emploi. Donc, Ouais. vous connaissez potentiellement les groupements d'employeurs qui étaient dans le titre du webinaire, mais il y a également la mise à disposition qu'on voulait vous présenter et la prestation de service, et donc les différences entre les trois dispositifs présentés là. Oui, donc oui. Oui, donc bien évidemment, enfin moi je vais aller de suite sur les groupements d'employeurs qui, à mon sens, sont aujourd'hui la solution et qui demeurent dans toute, puisqu'on était en discussion avec l'ANS sur la présentation de l'aide à l'emploi et de la professionnalisation. Dans les notes de cadrage régional, le mot GE revient régulièrement en mettant que les GE seraient privilégiés, bien évidemment, dans le cadre des soutiens à l'emploi, puisque le GE, c'est un seul contrat de travail, une organisation, un organisme, une association indépendante avec des adhérents qui sont des clubs ou des structures, hein, ça peut être ligue et comité utilisatrices, porté par plusieurs membres ou par, parfois on voit, notamment dans l'exemple qu'on aura tout à l'heure, une ligue ou un comité. Donc un seul contrat de travail pour le salarié, ce qui est quand même quelque chose en termes de rassurante et puis surtout de pérennisation. Selon les besoins peut-être indéterminés, on peut démarrer avec un CDD en évoquant, parce que vous le savez, quand on crée des contrats à durée déterminée, il faut toujours en expliquer le motif. Et c'est pour un accroissement d'activité, mais qui est temporaire. Donc, même si nous, dans notre branche, on les utilise parfois un petit peu d'année en année, ça peut être saisonnier, mais bon. Si à un moment ça devient récurrent, ça peut être qualifié. Donc, l'utilisation d'un GE permet effectivement donc de n'avoir qu'un seul contrat, un seul employeur qui va être le GE, et donc des adhérents qui eux vont utiliser, donc acheter en fait des heures qui leur seront facturées, donc à coût constant, hein, à coût réel. Le GE n'est pas là pour faire du bénéfice sur l'emploi. Il est juste là pour gérer et administrer les contrats de travail et faire que les relations se passent au mieux. Alors, l'utilisateur, par contre, est responsable des conditions effectivement d'exécution du travail, hein. Le groupement reste le seul employeur, mais comme la structure utilisatrice est adhérente, forcément, elle adhère au règlement intérieur et au fonctionnement du GE. Et puis le membre utilisateur, donc le club, hein, doit fournir le matériel et l'équipement nécessaire aux missions qu'il a confiées. Ça, c'est important parce que quand on voit effectivement la colonne du milieu, la prestation de service, donc ça peut être un auto-entrepreneur, hein, donc qui lui a ça à son entreprise et qui va vendre sa prestation. On sait, hein, aujourd'hui, quand on a des contrôles, hein, le prestataire, il doit arriver et fournir son matériel. S'il arrive dans un club et qu'il utilise et qu'il dispose du matériel club, ça peut très vite se requalifier en cas de souci en contrat de travail auprès du club et non pas en prestation de service. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment avoir en tête. Et le contrat doit porter sur une exécution d'une tâche précise et définie, pour laquelle donc on fait appel à cette personne compétente. Voilà, c'est pas une opportunité économique, c'est vraiment j'ai besoin et ça doit vraiment être stipulé dans le contrat. Il faut vraiment ce contrat de prestation de service bien l'étudier avant de le signer. Et puis, il n'est pas à durée indéterminée, hein. On signe un contrat de prestation de service en fixant une atteinte de résultat. Ça, parfois, on oublie également, mais voilà, on crée un contrat de prestation de service pour la saison. Ben, la saison, il y a pas de résultat, donc faut être très, très vigilant. Euh, alors après, le salarié reste attaché à son employeur principal s'il est la prestation de service provient effectivement d'une structure employeuse, mais le prestataire de service le plus courant qu'on le voit dans nos structures, hein, l'auto-entrepreneur, ben, c'est son entreprise, voilà, son auto-entreprise à lui et à personne d'autre, et c'est lui seul qui en est responsable. Attention, on voit régulièrement, hein, quand tout va bien, bah, ça se passe bien pendant des années, et puis à un moment donné, bah, voilà, ça reste de l'emploi précaire et où il y a une difficulté, un souci, un non-respect, voilà, des exigences un peu particulières.
ça peut aller vers un prud'homme et ça peut être qualifié en emploi. Donc, voilà, à bien étudier et à bien voir, bien border au niveau juridique. La mise à dispo hors GE, c'est donc là, elle doit vraiment correspondre à un besoin ponctuel ou limité dans le temps. Il ne doit pas durer dans le temps. Donc, quand on fait une mise à disposition d'un éducateur d'un club, voilà, vers un autre club, il faut penser vraiment à mettre une date de début, une date de fin, à éventuellement renouveler, mais attention, la même chose que pour la prestation de service, l'ad vitam aeternam fera que peut-être à un moment, s'il y a un conflit dans le club employeur ou dans le club utilisateur, euh, il peut aussi être qualifié. Si le salarié effectue plus d'heures dans la structure B alors que c'est la structure A qui est employeuse, il peut à un moment donné, il estime ne pas être traité à égalité avec d'autres salariés, il peut avoir recours effectivement également au prud'homme et revoir la qualification de son emploi. Il faut toujours être prudent quand on utilise la mise à dispo et la prestation de service. Euh, c'est pas pour autant que, par contre, les groupements d'employeurs sont exempts de toute obligation, hein. Gérer un groupement d'employeurs, on va le voir tout à l'heure, c'est quelque chose également qui est très encadré. Voilà, le groupement d'employeurs, c'est un employeur à part entière, une structure associative qui est créée à cet effet. Souvent, dans le basket, on a du monosectoriel, donc on est supposé ne faire que de l'animation basket et de l'événementiel basket. On peut bien évidemment ajouter un autre objet à notre association, à nous. Il faut penser à déposer donc les statuts auprès du journal officiel de la préfecture, mais également de l'inspection du travail, enfin la direction du travail, puisque là, on est vraiment, le GE est une structure bien à part, avec des obligations d'employeur, et donc qui relève d'un suivi et du contrôle de l'inspection du travail. Donc ça, c'est une obligation que parfois on oublie. Gabriel vous a mis en haut à droite un petit lien vers le guide GE en PDF. C'est un document qui date de 2015, qui a été fait par les ministères au moment, qui n'a pas été réactualisé, mais par contre qui est toujours dans les liens du ministère et dans lequel vous trouverez énormément de fiches d'aide, de process. Vous expliquez que peut-être mettre en place un DLA avant de créer un groupement d'employeurs, ça peut être intéressant, de vraiment tout étudier, de faire une étude de faisabilité. Enfin, vous avez vraiment des outils très intéressants qui peuvent comment réaliser donc un contrat de travail, faire un planning de travail. Enfin, il y a vraiment des outils intéressants et importants. Gabriel, on peut peut-être passer à la slide suivante. Donc là, l'intérêt de cette slide-là, c'était de reprendre point par point les trois dispositifs que tu as Mm. présentés, Nathalie, dans le tableau. Donc, à savoir les mises à disposition, pour repartir de là en disant que ça peut aussi être appelé prêt de main-d'œuvre causé sur le site du service public. C'est concrètement l'idée de demander à un salarié de l'entreprise qui prête et qui est employeur de travailler temporairement dans une autre entreprise dite utilisatrice. On peut très bien imaginer une mise à disposition, pour vous donner un exemple concret, d'un comité vers une ligue ou dans le sens d'une ligue vers un comité pour un événement spécifique qui va se dérouler entre 1 et 3 jours, par exemple. Voilà. Cet accord, vous devez le matérialiser par une convention de mise à disposition. Donc là, c'est un accord entre la structure qui va être prêteuse et la structure qui va être utilisatrice du salarié pour la période définie. Et donc, l'entreprise prêteuse va facturer à l'entreprise utilisatrice les salaires versés aux salariés sur le temps de travail au prorata du temps qui sera utilisé, en y incluant les charges sociales et les frais professionnels remboursés à l'intéressé lors de la mise à disposition. Encore une fois, l'objectif de cette mise à disposition, c'est bien de bénéficier d'un coup de main d'une personne qui serait compétente, qui serait peut-être plus qualifiée sur un sujet que vous le connaissez ou vous l'avez dans votre club. Mais encore une fois, c'est de ne pas faire du profit de cette opération-là. On ne fait pas une mise à disposition pour se faire de l'argent en utilisant le salarié ailleurs. On l'utilise
la mise à disposition pour pouvoir apporter une compétence et prêter son salarié euh, pour une occasion particulière, qui serait un événement ou qui serait un stage, ou voilà. La prestation de service, comme vous disiez Nathalie juste avant, ça correspond à l'engagement d'un professionnel qui soit, pareil, à nouveau, déjà dans une structure ou qu'il ait sa propre structure pour fournir un service précis et identifié. Voilà, on ne prend pas une personne en prestation de service pour toute la saison, ça ne fonctionne pas. Il faut bien qu'il y ait une mission précise et identifiée, donc quelque chose de clair et de formalisé par un contrat de prestation de service. Là, à nouveau, pour vous donner un exemple précis, ça peut être de faire intervenir une personne sur une journée pour faire une initiation sur un sujet. Ça peut être une initiation à la préparation mentale. Le résultat à la fin, ce sera matérialisé par des compétences qui auront été acquises, par un diplôme potentiel, par quelque chose, voilà. Mais il y a bien un début et une fin et une mission précise qui encadre le tout. Voilà. Euh, enfin, les groupements d'employeurs, ce que vous disiez Nathalie, et on va revenir dessus juste après pour faire un focus un peu plus précis avec le témoignage d'un club, c'est une association ou une structure qui va embaucher des salariés pour les mettre à disposition de plusieurs membres. Et ce groupement d'employeurs va être l'employeur unique du salarié, gérer l'ensemble des obligations administratives, ce qui comporte un grand intérêt pour les structures utilisatrices qui vont, entre guillemets, juste avoir à régler les factures de ce que le GE va leur demander. Voilà. Pour aller plus en détail sur le groupement d'employeurs, je vous propose qu'on voit ça via 3 avantages qu'on a identifiés à utiliser le fonctionnement de groupement d'employeurs. Alors, encore une fois, on met ça en avant parce que c'est la thématique du jour, mais ce n'est pas à nouveau une solution miracle. Ce n'est pas quelque chose qui va vous permettre à coup sûr de créer de l'emploi et de se consolider de l'emploi, de le pérenniser. De la même manière qu'on a pu le faire sur les précédents webinaires, c'est une possibilité qu'on vous apporte là, mais le tout doit s'inscrire dans un projet associatif, dans une dynamique réelle et doit être calculé avant de s'engager sur ce sujet-là. Voilà. Parce que là, on vous met évidemment en avant, d'un côté, les avantages qui semblent les plus intéressants, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi derrière toute une charge en tant qu'employeur qu'il faut assumer. C'est vous qui en avez la responsabilité en tant que président. Au niveau des groupements d'employeurs, si on doit ressortir 3 avantages par thématique, pour les employeurs, ça va apporter plusieurs choses. Ça va vous permettre d'avoir un emploi adapté aux besoins et aux capacités. Ce que je disais tout à l'heure en introduction. Si vous avez un besoin identifié et assez précis sur un nombre d'heures, sur telle mission de manière récurrente, ça peut être une des solutions. Ça peut aussi permettre de gérer le personnel de manière simplifiée et surtout déléguée, comme c'était marqué juste avant. Vous n'allez pas avoir à faire des fiches de paye, vous n'allez pas avoir à déléguer auprès d'un cabinet comptable qui va facturer ou auprès d'un tiers de confiance, puisque le groupement d'employeurs sera ce tiers de confiance. C'est lui qui vous fera les fiches de paye, c'est lui qui va vous gérer toute la partie administrative et de la même manière qui va vous répartir les coûts de manière équitable entre les personnes utilisatrices de ce salarié en fonction de l'utilisation que vous avez pu en faire. Ce qui est logique, si vous avez utilisé 3 heures un salarié et qu'une autre structure a utilisé 35 heures le salarié, vous allez payer au prorata de ce que vous avez utilisé. C'est normal. De la même manière, que ce soit pour l'employeur ou pour les salariés, au niveau légal, ça va apporter de la sécurité, puisque vous allez avoir un contrat qui va être rédigé et relu par des personnes qui maîtrisent leur sujet au sein des groupements d'employeurs, qui peuvent faire appel à des personnes extérieures pour se faire valider, mais qui auront un contrat respectant la Convention collective nationale du sport, qui pourront vous aiguiller si jamais vous avez des questions par rapport au congé de la personne, qui pourront vous aiguiller par rapport à toutes les questions au niveau RH que vous pourrez avoir sur la sécurité, sur la gestion du temps de travail, sur la modulation du temps de travail, et qui, à nouveau, seront en charge de gérer cette partie administrative de leur côté pour l'appliquer. Et dans les faits, vous aurez juste une disponibilité à gérer de la personne et à stipuler quand vous en avez besoin. Au niveau des relations de travail, c'est le même principe, c'est que à nouveau pour le salarié, il y a un seul employeur, donc une seule fiche de paye. Vous n'allez pas accumuler des emplois à droite, à gauche, dans 3 structures différentes, et donc avoir 3 fiches de paye à arriver.
à traiter et à gérer. Ça va apporter donc cet avantage-là pour le salarié, c'est qu'on aura une rémunération qui sera régulière et qu'on pourra lisser, qui va vous permettre, en tant que salarié, qui permettre à votre salarié, du coup, d'avoir une sécurité à nouveau dans son équilibre de vie entre le professionnel et le personnel, que ce soit derrière pour aller gérer au niveau de la banque, gérer au niveau des assurances, etc. Ce sera beaucoup plus simple pour lui de s'intégrer dans cette démarche-là avec un CDI proposé par le groupement d'employeurs plutôt qu'une multitude de CDD à droite à gauche ou de CDI plus CDD et autres combos qu'on peut voir. Enfin, pour vous encore en tant qu'acteur, en tant qu'utilisateur ou en tant que groupement d'employeurs directement, ça va vous permettre aux institutionnels, pour le tourner comme ça, de vous inscrire dans une politique d'emploi durable, puisque grâce à ce groupement d'employeurs, vous allez pouvoir mettre en avant que vous avez un projet dynamique, que vous avez une volonté d'aller vers de l'emploi, et non pas seulement sur un one-shot ou sur une utilisation d'un dispositif pour utiliser de l'emploi et derrière ne pas le pérenniser, mais bien l'inscrire dans une politique durable et faire durer cet emploi-là grâce au groupement d'employeurs. Ça va vous permettre de consolider le lien, que ce soit avec les acteurs locaux, donc que vous soyez structure utilisatrice avec le groupement d'employeurs ou structure utilisatrice avec les autres structures utilisatrices, que ce soit d'ailleurs à nouveau dans le basket en monosectoriel, comme disait Nathalie, ou que ce soit avec des structures qui sont ailleurs. On peut imaginer des écoles, des collèges pour du périscolaire, on peut imaginer des maisons de santé, on peut imaginer des EHPAD, des maisons de retraite. Plein de solutions existent aujourd'hui en fonction des compétences de la personne, en fonction des besoins que vous avez, et pour faire fonctionner ce système-là au niveau local. Voilà pour les quelques points qu'on peut faire ressortir du groupement d'employeurs, mais on avait à cœur quand même de vous apporter une vision un peu plus terrain là-dessus et avoir un vrai retour d'expérience. C'est pourquoi on a sollicité un groupement d'employeurs qui se situe en région Occitanie, qui était un club utilisateur d'un groupement d'employeurs qui se situe en région Occitanie, qui était d'accord de venir témoigner là-dessus. Patrice, je pense que tu peux activer ton micro. Normalement, je t'ai accordé ça. Pour vous donner le contexte, et Patrice, tu pourras être un peu plus précis que moi, mais tu es président du Saint-André Basket Cœur d'Hérault, donc qui se situe, vous le voyez sur la carte, du côté de Montpellier, et qui fait partie du groupement d'employeurs Basket Méditerranée, un groupement d'employeurs créé en 2021, qui est un groupement d'employeurs porté et coordonné par les comités 34, 30 et le comité territorial 1166, plus la Ligue Occitanie, qui sont en gestion de ce groupement d'employeurs et qui mettent à disposition 13 salariés sur 13 structures différentes, dont le Saint-André Basket Cœur d'Hérault, que tu représentes aujourd'hui, Patrice. C'est bien ça? À tous, oui, d'abord, oui, effectivement, c'est bien ça. Oui, moi j'emploie actuellement au club 3 salariés via le groupement d'employeurs Basket Méditerranée. Ouais. Et donc, pour nous donner un petit peu le contexte de comment ça a été créé, ce dispositif-là, comment vous l'avez mis en place et pourquoi surtout tu as choisi d'aller vers ce groupement d'employeurs? Déjà, c'était ce groupement d'employeurs basket au moment où moi je commençais à professionnaliser le club et à chercher à embaucher. Le groupement d'employeurs s'est développé. Et puis j'étais dans une situation après Covid, entre autres, où j'avais quasiment plus de bénévoles, plus d'entraîneurs. C'était le foutoir total, pour résumer. Donc, je cherchais la simplicité et à externaliser un maximum de choses. Et le groupement d'employeurs est venu naturellement pour faire ça. Ça a été vraiment une simplicité énorme pour tout. Avec le groupement d'employeurs, vous occupez de votre relation avec le groupement d'employeurs. Voilà, j'ai telle personne à embaucher. Ils s'occupent de tout, ils font la paperasse, ils font tout. Voilà, moi j'ai une facture tous les mois dans la boîte mail, on fait le virement dans la foulée et ça s'arrête là en termes de paperasse. Donc, si tu dois identifier des avantages, tu dirais qu'aujourd'hui ça apporte de la simplicité pour toi dans la gestion, c'est ça? Ah oui, c'est une simplicité qui est énorme. C'est une simplicité qui est énorme.
Le GE, en plus, là, est en train de un petit peu de se développer parce que moi, je tiens à ce que tout soit carré, notamment au niveau des heures, etc. Et là, c'est en train de se mettre en place. Il va y avoir quelque chose d'officiel à mettre, qui va se faire. Donc, les salariés pourront noter leurs heures directement. Enfin, c'est vraiment une simplicité. Moi, l'URSSAF, je ne sais pas qui c'est, enfin, à part dans mon boulot perso. Sinon, je ne sais pas qui c'est en termes au niveau du club. Et je m'occupe pas des visites, la médecine du travail, je m'occupe de rien, de rien, de rien. C'est le groupement d'employeurs qui gère tout. Donc, c'est vraiment une simplicité énorme. Après, il y a toutes les aides auxquelles on peut avoir droit et dont on n'a aucune connaissance. Et ça, le groupement d'employeurs, les connaissances, il les a. Donc, on parlait de la Dragès, on parlait tout à l'heure d'un certain nombre de dispositifs de financement. Le groupement d'employeurs est au courant, il connaît tous ces dispositifs et il sait si on peut en profiter ou pas, ou en tout cas, il fait les demandes. Donc voilà, c'est beaucoup d'avantages en termes de gestion. Est-ce que, à l'inverse, tu identifierais peut-être dans la gestion et l'utilisation que tu as pu avoir quelques inconvénients ou quelques points de vigilance à avoir pour un club utilisateur? Alors, certes, il y a le coût qui peut éventuellement, parce qu'il y a un petit coût de gestion, hein, c'est normal, hein, il y a des gens derrière pour s'occuper de tout ce que nous, on veut pas et qu'on n'est pas capable de faire. Alors, il y a un petit coût de gestion, mais qui est largement compensé par toutes les aides qu'on peut obtenir sur les différents emplois. Enfin, en tout cas, c'est mon cas actuellement. Et alors, toi, tu demandais quoi aussi Des points de vigilance éventuellement pour Oui, points de un club vigilance. qui soit Ouais. fait? Ouais. Alors, les points de vigilance, après, ça va rester dans la mutualisation. Alors, moi, il y a les heures déjà au départ, ça, j'en ai parlé. Et après, il y a tout ce qui concerne la mutualisation, où là, il faut faire attention un petit peu à la façon de gérer. Moi, je gère ça. Alors, on est sur des contrats de droit du travail classique, sauf qu'on est dans des associations sportives. C'est des lois 1901 pour la plupart. Et ça se gère pas tout à fait de la même façon. Il y a et les clubs ne le gèrent pas tous de la même façon. Donc, quand on fait des mutualisations, il faut faire attention à la façon de gérer ses salariés. Ça peut être un point qui peut être un peu négatif. Il y a ça, et puis après, il faut trouver des accords sur les différents créneaux à utiliser. Donc, c'est pas simple, parce qu'on a à peu près 25 heures, tout le monde a à peu près 25 heures de terrain potentiel, hein, entre les soirs et les mercredis après-midi et les week-ends. Et après, il faut se répartir sur ces différents créneaux. Donc, ça peut être l'objet de discussion et de tractation. Donc, il faut être vigilant, pas se fâcher non plus et à faire ça en bonne intelligence. Très bien, donc beaucoup de communication et de transparence là-dessus. Ok, on avait quelques questions dans le chat. Je vais voir si on peut y répondre et si toi, peut-être, tu as des éléments, Patrice, en plus à ajouter éventuellement à ça. Par rapport aux aides que tu évoquais sur les apprentis, pardon. Aux aides que tu évoquais sur le groupement d'employeurs, est-ce que toi, tu as eu un peu expérience de ça ou est-ce que tu as laissé le groupement d'employeurs gérer ça de A à Z? J'ai laissé le groupement d'employeurs gérer. Le premier emploi que j'ai eu, c'était un contrat d'apprentissage, une personne qui avait 37 ans, qui n'avait pas le droit au dispositif officiellement. Et ils ont trouvé une solution pour pouvoir lui faire bénéficier donc du dispositif d'apprentissage au même titre qu'un jeune de moins de 25 ans. Donc, Le biais d'un contrat de professionnalisation, certainement. C'est peut-être ça, oui. Ça doit être ça, oui. Oui. Effectivement, Gabriel, en fait, l'utilisateur, le club utilisateur n'est pas employeur. Donc, tous les projets de recrutement, d'aide à l'emploi sont portés par le GE. Mais voilà, un club qui souhaite recruter et puis adhérer à un GE, on va faire en sorte au sein du GE d'aller chercher tous les financements possibles. Il y a beaucoup de financements sur certaines régions
Il faut vraiment se renseigner au niveau auprès de vos régions sur l'aide à l'emploi mutualisée, les départements également. C'est pas voilà, tout le monde n'est pas à égalité, hein. Il y a vraiment des régions qui investissent énormément sur les GE, d'autres un peu moins. Et comme je vous disais, sur les aides ANS, sur les notes des Drages, ressort souvent priorité à l'emploi mutualisé au sein de GE. Donc voilà, ça demande. Alors effectivement, je vois, il y a des questions par rapport aux frais du salarié. Ben, c'est tous ces frais de gestion en fait qui peuvent être ajoutés. On a des GE et je ne sais pas si c'est le cas de votre GE qui recrute des administratifs pour justement, mais je suppose pour gérer 13 salariés, il faut être structuré. Ils sont en train, oui, justement. Voilà, Alors, bon, il y a eu un petit coup de pouce au départ des gens qui ont mis en place le GE, Mhm. la Ligue, les comités Bien départementaux. sûr. Mais là, petit à petit, voilà, il faut que le GE, il n'a que 4 ans, c'est très, Trouve très son jeune. autonomie. Mhm. Voilà, et il va trouver son autonomie et puis il va petit à petit se structurer. Puis plus il va y avoir de salariés qui vont rentrer dans ce GE et plus il va y avoir Mhm. de frais de gestion qui vont être. Et donc ça va s'équilibrer et Oui. ça va se développer. Ça va se développer. Alors là, on est Ouais. dans le cas d'un GE, d'un gros GE, hein. Il existe voilà, vous pouvez aussi envisager, notamment sur certains territoires carencés, ruraux, où l'emploi est compliqué, surtout pour arriver à un équivalent temps plein. Donc, il est possible aussi d'envisager la création de GE, mais qui là, effectivement, sera beaucoup plus modeste et qui devra et qui demandera beaucoup plus d'investissement des administrateurs, bah, notamment si c'est le comité qui est l'initiative et qui porte, ou un club référent. Effectivement, il est vrai que ben, toute la partie, on va dire, administrative, gestion de contrat, voilà, relève d'une fonction employeur et incombera au GE. Mais quand on est à plusieurs, on va dire, à avoir cette responsabilité-là, on est déjà plus fort et plus enclin, effectivement, quand on a un emploi à temps plein derrière, à un petit peu plus s'investir et à faire les choses, on va dire, correctement et créer un emploi au sein d'un GE, un emploi à temps plein porté par grâce à l'investissement de plusieurs structures, c'est vraiment quelque chose qui est aussi très motivant. Et puis, vous apporte de la compétence, bien évidemment, dans vos structures, en vous assurant de ne pas avoir ces problématiques de gestion, comme vous veniez, vous, de le rappeler. Ça enlève vraiment un gros poids de responsabilité à des dirigeants de club. Ouais, du coup, pour compléter du coup, et répondre aux deux questions qui allaient ensemble, les frais du salarié du GE sont gérés par le GE, justement, Mm. et derrière sont facturés au club utilisateur en fonction de l'utilisation qu'ils en font. Et ce montant de coût de gestion que vous évoquiez va varier derrière en fonction du groupement d'employeurs. Voilà. Il va lui fixer ses taux en fonction du nombre de personnes à rémunérer pour gérer ces dossiers-là, de la complexité potentiellement des dossiers et du temps qu'il y a à accorder. Le Il y GE ne avait, peut facturer qu'à coût réel, de toute façon. Il ne peut voilà, pas, voilà, il n'est pas là, il est vraiment là pour gérer un emploi, éventuellement, voilà, prendre en charge les frais qui en incombent, mais ça s'arrêtera là. Il n'y a pas d'autres frais à envisager pour les structures qui adhéreraient à un GE. Ah, peut-être un coût d'adhésion, mais qui est souvent minime et symbolique à l'année. il y avait une dernière question là-dessus. Il y avait une question au niveau des aides. Les aides sont uniquement pour le groupement d'employeurs et non pour les clubs. Ce qu'on mettait en avant, c'est que c'est la plupart du temps, ou Mm, tout le temps même, puisque c'est le groupement d'employeurs, pardon, qui est employeur, c'est lui mm. qui va faire les démarches pour avoir un contrat éventuellement aidé. Donc c'est lui qui va recevoir l'aide. Derrière, c'est encore une fois une question de communication et de transparence sur la manière dont l'aide est reversée au club utilisateur ou non, en fonction du taux d'utilisation, des besoins des uns et des autres, et réellement de l'échange que vous pouvez avoir avec eux. Ouais. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à avancer. On va conclure puisqu'il est déjà 19h08. Donc avec une slide de conclusion, juste pour rappeler que la mutualisation des moyens, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une des solutions pour se structurer et se professionnaliser, mais ce n'est pas la solution miracle.
Ce n'est pas grâce à ce qu'on va vous présenter ce soir que vous allez tous devenir les champions du monde de l'emploi, même si j'aurais extrêmement souhaité depuis ma posture, mais qu'il y a également des freins à prendre en tête, à avoir en tête, pardon, et que il faut bien retenir que l'emploi, c'est quelque chose de lourd, même si aujourd'hui, ça peut être aidé, ça peut être simplifié, il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner, mais que ça représente un investissement et que ça doit s'inscrire dans une démarche de projet qui est bien définie, dans une dynamique de développement. Il y a des différentes étapes à respecter, c'était ce qu'on évoquait lors des précédents webinaires. Et comme pour tous les thèmes qu'on a évoqués, justement, vous n'êtes pas seul sur ce sujet-là. Vous avez nos contacts, que ce soit sur la première partie avec le PSF, avec le Pôle Club et Territoire, avec nous au niveau de l'emploi et de la formation, et éventuellement au niveau de juristes pour vous faire accompagner via le Cosmos, via les différents sites Internet, via le site du DLA que je vous avais présenté lors des précédents webinaires qui va vous permettre de calculer le coût de l'emploi, et bien d'autres sites qui iront dans ce sens-là et qui peuvent vous aider à vous préparer au mieux à l'emploi. Voilà pour ce qu'on voulait vous mettre en avant ce soir au niveau de la mutualisation et au niveau du partage de l'emploi. On reste disponible si vous avez des questions à ce sujet-là. Et on voulait juste vous donner l'information donc de ce dernier webinaire de la saison 2024-2025 qui aura lieu le mercredi 21 mai 2025, donc dans un peu moins d'un mois, quelques jours près, sur la gestion RH dans les clubs de basketball, et ce que je disais en introduction tout à l'heure, qui portera réellement sur la modulation du temps de travail, les différentes possibilités et au niveau légal qui sont possibles, et sur les fins de contrat, comment on peut gérer une rupture, les différentes modalités de fin de contrat, et ce que ça incombe derrière pour vous en tant que structure et pour la personne qui est dans le cadre de la fin de contrat. Ce webinaire, on le fera en compagnie du Cosmos, qui est spécialiste du sujet, dont les juristes, ce sont leur métier et leur formation, et qui pourront vous répondre à toutes vos questions. Donc, de la même manière que pour les précédents webinaires, vous avez le lien d'inscription qui sera dans le support que je vous envoie dès demain matin à tous les participants qui se sont inscrits. Et vous aurez une note IFFBB que vous pouvez communiquer au sein du club, sur laquelle vous pourrez vous inscrire, qui partira dans les jours qui viennent. Voilà pour la présentation. À nouveau, on reste disponible. Et puis, encore une fois, merci beaucoup à tous les intervenants. Merci à Patrice pour sa disponibilité sur le club de Saint-André Basket Cœur d'Hérault pour ce retour terrain. Et merci Nathalie. Et merci à tous.